La mort d'Amanda Peterson en 2015 ressemblait à une autre histoire d'overdose à Hollywood, mais sa famille savait que quelque chose ne collait pas. Elle était clean, elle essayait de reconstruire sa vie. Puis, ils ont trouvé ses journaux intimes et des lettres qu'elle n'avait jamais envoyées. La vérité sur ce qui a détruit Amanda Peterson n'était pas ce à quoi on s'attendait. Tout a commencé en 1986, alors qu'elle n'avait que 15 ans. Un secret si douloureux qu'elle l'a gardé pendant 29 ans. Lorsque sa mère a finalement pris la parole, elle a révélé ce qui est réellement arrivé à la fille qui avait tout et qui a tout perdu. Amanda Peterson est née le 8 juillet 1971 à Gley, dans le Colorado. Elle était la plus jeune de 3 enfants dans une famille déjà impressionnante. Son père, le docteur James Peterson, était un médecin spécialisé dans les oreilles, le nez et la gorge. Sa mère, Sylvia, restait à la maison pour élever les enfants et s'occupait des premiers intérêts d'Amanda. Dès le début, Amanda s'est distinguée. Alors qu'elle n'avait que 7 ans, elle est se monter sur scène pour la première fois. Elle a joué Gretel von Trapp dans La Mélodie du Bonheur à l'Université du Nord du Colorado. Ce n'était pas seulement mignon, c'était sérieux. Cette performance a conduit à d'autres. Et bientôt, elle a été remarquée par des agents de casting. Son frère aîné, James Jr., et sa sœur Anne-Marie ont vu leur petite sœur passer d'une simple fille de petite ville à quelqu'un qui avait clairement quelque chose de spécial. Quand Amanda a eu 11 ans, elle faisait déjà partie d'un grand film hollywoodien. En 1982, elle est apparue dans Annie comme l'une des figurantes qui dansent. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'elle a failli obtenir le rôle principal. Elle était l'une des 10 dernières filles sur plus de 8000 à avoir auditionné. Elle ne l'a pas obtenu, mais le simple fait d'être si proche à un si jeune âge était une affaire énorme. Et ce n'était que le début. Entre 11 et 14 ans, Amanda était partout. Elle est apparue dans plus de 50 publicités télévisées. Les gens ont commencé à reconnaître son visage, même s'ils ne connaissaient pas encore son nom. Elle a également eu des rôles d'invitée dans des émissions de télévision comme Father Murphy et Silver Spoons, apprenant à jouer sur des plateaux professionnels avec des stars expérimentées. En 1983, Amanda a obtenu un rôle de co-vedette dans une émission appelée Boone sur NBC. Elle a joué Squirt Sawyer. Et même si l'émission n'a pas duré longtemps, elle a été annulée après seulement 13 épisodes. Amanda a quand même fait forte impression. Elle n'avait que 12 ans, mais elle partageait déjà l'écran avec des acteurs adultes et gérait de vrais drames. Sa performance était si forte qu'elle a obtenu 2 nominations aux Young Artist Awards 2 années de suite. Les choses ont évolué rapidement à partir de là. En 1945, Amanda a obtenu son premier rôle important au cinéma. Elle a joué Laurie Swanson dans une aventure de science-fiction appelée Explorers. Ce qui est assez fou, c'est que les 2 garçons avec qui elle a joué, Ethan Hawke et River Phoenix, étaient tous les 2 nouveaux dans le cinéma aussi. Le réalisateur, Joe Dante, avait une grande vision du film et les effets spéciaux ont été réalisés par les mêmes personnes qui ont travaillé sur Star Wars. Amanda n'avait que 14 ans. Elle jouait dans un film à gros budget et elle l'a géré comme une pro. Le film n'a pas bien marché au box-office parce qu'il a été précipité et a fini par sortir juste avant le grand concert de Live Aid en juillet 1985. Mais plus tard, les gens ont découvert le film sur VHS et il est devenu un film culte. L'année suivante, Amanda a décroché son plus grand rôle à la télévision. En 1986, elle a joué Sonny Sisk dans une mini-série poignante intitulée A Year in the Life. Ce fut un énorme succès, devenant la 3e mini-série la plus regardée de tout le pays cette année-là. Sa performance s'est tellement démarquée que NBC a transformé la mini-série en une émission de télévision complète. Elle a été diffusée de 1987 à 1988 et Amanda est restée dans le rôle de Sonny. Elle était encore adolescente, mais son jeu d'actrice avait mûri. Elle a montré une véritable profondeur émotionnelle en tant que petite fille d'une famille riche mais troublée.
Elle a même remporté le Young Artist Award en 1987 pour ce rôle, battant d'autres jeunes stars comme Shannon Doherty et Kimberly McCullough. Alors que la plupart des jeunes acteurs avaient du mal à trouver du travail stable, Amanda était partout. Elle n'arrêtait pas de faire des apparitions dans des téléfilms comme Best Kept Secrets en 1944 et And the Children Shall Lead en 1945. Elle avait déjà un curriculum vitae bien rempli avant même d'avoir 16 ans. Ce type de travail constant était rare, surtout pour les jeunes actrices à cette époque. Les directeurs de casting voyaient clairement quelque chose en elle, quelque chose d'unique et de fort. À l'âge de 20 ans, Amanda avait déjà participé à plus de 50 publicités, 4 séries télévisées, 5 téléfilms, une mini-série primée aux Emmy Awards et 5 longs métrages. Sa capacité à passer si facilement de la télévision au cinéma était rare, et ses premiers travaux ne l'ont pas seulement aidée, elle. Ils ont contribué à façonner téléfilms pour adolescents dans les années 1980. Son rôle dans Explorers ne l'a peut-être pas transformée en star du jour au lendemain, mais c'est devenu l'un de ces films que les gens ont revus et ont réalisé à quel point elle était talentueuse. Et le fait qu'elle ait travaillé avec des acteurs comme Ethan Hawke et River Phoenix, qui allaient devenir de grandes stars, l'a rendu encore plus important. Amanda Peterson n'avait que 15 ans en 1987 lorsque quelque chose d'incroyable s'est produit. Elle a été choisie parmi plus de 200 filles pour jouer Cindy Mancini dans un film pour adolescents qui allait changer sa vie à jamais. Le film s'appelait à l'origine Boy Rents Girl et même des actrices célèbres comme Molly Ringwald ont été envisagées pour le rôle, mais Amanda s'est démarquée. Elle avait une connexion naturelle avec Patrick Dempsey pendant leur essai à l'écran. Les producteurs ont dit que ses réponses honnêtes et enjouées donnaient, eux, l'impression qu'elle était une vraie adolescente et non quelqu'un qui en jouait une. À l'époque, elle était encore créditée sous le nom de Mandy Peterson et n'avait participé qu'à quelques émissions et au film Explorers de 1985. Mais après avoir obtenu les droits d'utiliser la chanson des Beatles de 1964, Can't Buy Me Love, tout a changé. Cette chanson est devenue le nouveau titre et Amanda est devenue une partie de l'un des films pour adolescents les plus aimés des années 1980. Le tournage du film à Tucson, en Arizona, n'a pas été facile pour elle. Amanda a dû apprendre de vraies routines de cheerleading pour bien jouer Cindy. L'équipe a tourné des scènes dans toute la ville, du Tucson Mall au Tucson High School et même au cimetière d'avions du Puma Air Museum. La fameuse scène du baiser sur la tondeuse à gazon a l'air amusante à l'écran, mais en coulisses, c'était stressant. Il a fallu 15 prises parce que la tenue d'Amanda n'arrêtait pas de se gâcher. Même la maison de Cindy dans le film n'était pas une vraie maison. C'était un clubhouse chic dans le quartier de Hill Farm, conçu par un architecte de renom. Amanda a passé des semaines à travailler avec de vrais pom-pom girls de lycée, juste pour s'assurer que tout ce qu'elle faisait avait l'air vrai. Elle n'a pas pris de raccourcis. Elle voulait que tout soit authentique. Lorsque le film est sorti, le 14 août 1987, personne ne s'attendait à ce qu'il fonctionne bien. Il n'a coûté que 1,5 million de dollars à produire, mais il en a rapporté plus de 31 millions. Amanda a été invitée au Tonight Show avec Johnny Carson et il l'a regardée droit dans les yeux et a dit qu'elle allait être la prochaine grande vedette. Il n'avait pas tort. Quelques semaines seulement après la sortie du film, Amanda était partout sur les couvertures de magazines et recevait des offres de grands studios. Le New York Times a dit qu'elle était incroyablement sympathique et a loué le naturel d'Amanda et de Patrick Dempsey ensemble à l'écran. Pour un film qui a commencé si petit, il a eu l'un des plus grands profits de tous les films pour adolescents de cette décennie. Amanda est passée d'inconnue à célèbre en quelques mois seulement. Mais tout n'était pas parfait en coulisses. Amanda avait parfois du mal pendant le tournage parce que Patrick Dempsey aimait rester dans son personnage tout le temps, la Siltambe. Il avait 21 ans et utilisait une méthode de jeu d'acteur qui rendait les choses bizarres. Il surprenait Amanda avec des répliques qui n'étaient pas dans le scénario.
ce qui rendait les scènes émotionnelles plus difficiles pour elle. C'était particulièrement difficile pendant les scènes romantiques quand elle ne savait pas ce qu'il allait dire ou faire ensuite. Amanda a dit une fois qu'il lui avait fallu un certain temps pour s'adapter, mais qu'en fin de compte, son dévouement avait renforcé leur chimie. Après la fin du tournage, ils se sont beaucoup mieux entendus et ont toujours parlé en bien l'un de l'autre dans des interviews ultérieures. En 1988, Amanda a accepté un rôle totalement différent. Elle a joué Diana dans The Lawless Land, un film de science-fiction post-apocalyptique où l'amour était interdit. Son personnage était la fille d'un homme riche et puissant et elle s'enfuyait avec quelqu'un de la classe inférieure. Son père a envoyé un tueur nommé Roadkill pour les arrêter. Le film était sauvage et grinçant, un grand changement par rapport aux comédies romantiques. Bien qu'il ne soit pas devenu un succès, il a montré qu'Amanda pouvait aussi jouer des rôles sérieux et audacieux. Puis, en 1949, elle a rejoint le film Listen to Me, aux côtés de Kirk Cameron et Jamie Gertz. Amanda a joué Donna Loomis, une étudiante dans une équipe de débat composée d'étudiants issus de milieux pauvres. Ils ont obtenu des bourses et ont fini par débattre de l'avortement devant la Cour suprême. Il est sorti le 5 mai 1989 et a été filmé à Malibu, en particulier à l'université Pepperdine. Il a rapporté un peu plus de 4,2 millions de dollars. Amanda n'était pas le rôle principal cette fois, mais elle a quand même joué un rôle important. C'était un autre signe qu'elle essayait de nouvelles choses et qu'elle n'avait pas peur des sujets sérieux. En 1990, elle est apparue dans un épisode de Doogie Howser, MD sous le nom de Bernadette Callan, dans Vinnie's Blind Date. Puis, en 1991, elle a joué dans le téléfilm Hell Hath No Fury, également connu sous le nom de Throwaway Wives. La même année, elle a participé à Posing, inspiré de Three Real Stories, où elle a joué Abigail Baywood dans un drame sur des femmes qui ont posé pour Playboy. C'étaient tous des rôles émotionnels, plus matures, loin de l'image pétillante d'adolescente pour laquelle les gens l'ont connue au début. Même si elle était encore jeune, Amanda voulait clairement prouver qu'elle était plus qu'une simple star de film pour adolescents. Le dernier rôle d'Amanda au cinéma est ce survenu en 1994. Elle a joué Julie Moore dans Windrunner, A Spirited Journey, un drame sur une lycéenne dont le père était en prison. L'histoire se déroulait dans l'Utah avec de belles scènes, de désert et de nature. Le personnage d'Amanda était jugé par les gens autour d'elle, mais a trouvé l'espoir et la guérison grâce à une connexion avec un mystérieux cheval blanc. C'était son dernier film, sorti le 1er juin 1994. Après cela, Amanda s'est éloignée d'Hollywood. Elle n'avait que 23 ans. Amanda Peterson était autrefois la chérie de l'Amérique, mais derrière ce sourire parfait se cachait une tempête à laquelle elle ne pouvait échapper. Son premier mariage au début des années 1990 était censé être un nouveau départ. Au lieu de cela, il s'est transformé en quelque chose de plus sombre. Elle avait épousé un homme nommé Joseph Robert Skutwick, pensant que cela lui apporterait de la stabilité. Mais Joseph n'était pas le genre d'homme qu'elle pensait qu'il était. Il était contrôlant. Il lui a dit qu'il la protégeait d'Hollywood. Mais en réalité, il la coupait du monde. Il répondait aux appels de ses agents. Il l'empêchait d'aller aux auditions. Il lui a dit d'arrêter de jouer et de rester à la maison. Elle n'avait que 22 ans. À un moment donné, Amanda a dit à sa famille qu'il était même devenu violent lors de disputes, laissant des ecchymoses sur son corps. Elle les couvrait de maquillage. Le mariage a pris fin après seulement 3 ans. Il a quand même essayé de prendre la moitié de l'argent qu'elle avait gagné grâce à Can't Buy Me Love. Cette relation a brisé la confiance d'Amanda. Cela a changé sa façon de voir l'amour. Elle a commencé à craindre la proximité et cette peur la suivrait pour le reste de sa vie. Au début de 1995, Amanda a rencontré un nouvel homme dans un hôpital de Colorado Springs. Il s'appelait David Hartley. C'était un technicien médical de 28 ans, gentil et doux.
Amanda ne cherchait pas l'amour, mais c'est arrivé vite. 6 mois plus tard, il l'a demandée en mariage lors d'un voyage de camping dans les montagnes, lui offrant une bague de 2500 dollars. Ils se sont mariés le 15 mai 1995 dans une petite église avec 50 invités. Amanda portait une robe inspirée du film qui l'avait rendue célèbre. À la réception, elle a passé de la musique des années 1980 et a même projeté certains de ses photos de ses films. David ne les avait jamais vus auparavant. Pendant leur lune de miel à Aspen, des inconnus venaient lui demander des autographes. C'est alors qu'il a réalisé à quel point Amanda était célèbre. Sur le certificat de mariage, elle s'est inscrite comme actrice à la retraite. Elle n'avait que 23 ans. Amanda a eu son premier enfant, un garçon nommé Jonathan, le 22 mars 1997. Il pesait un peu plus de 3 kilos long. Et à partir du moment où il était né, elle s'est consacrée à être une mère. Elle a filmé des centaines d'heures de vidéos personnelles. Elle a même refusé une offre d'actrice de 75 000 $ juste pour rester à la maison avec lui. Sa fille, Katie, est née le 8 septembre 2000. Amanda a eu une grossesse difficile qui s'est terminée par une césarienne d'urgence. Elle a pris 27 kilos, mais elle a persévéré. Elle a fait du bénévolat à l'école de ses enfants, a aidé le club de théâtre et a entraîné des pièces de théâtre. Elle a filmé tous les matchs de soccer de Jonathan, les 47, entre 2003 et 2007. Elle a rempli des milliers de pages d'albums de coupures et a pris plus de 10 000 photos. Les enseignants ont dit qu'elle était trop impliquée, mais Amanda s'en fichait. Ses enfants étaient tout. En 2003, tout a commencé à s'effondrer. Cette année-là, Amanda a été diagnostiquée avec un trouble bipolaire. Elle ne prenait pas toujours ses médicaments. Son humeur a commencé à varier considérablement. Elle restait éveillée toute la nuit à réorganiser les placards. Entre 2003 et 2005, elle a été hospitalisée 4 fois. Une fois, elle a même essayé de mettre fin à ses jours. Son mari a dit qu'il était devenu trop difficile de vivre avec elle. Son casier judiciaire fait état de 5 incidents de 2000 à 2012. Le pire est survenu en septembre 2005, lorsqu'Amanda a été surprise avec de la drogue et a passé 87 jours en prison. Elle a manqué le 5e anniversaire de Katie. Pendant leur séparation, Amanda a été vue sur des images de vidéosurveillance domestique en train de voler des pilules sur ordonnance dans les réserves de David, mais ils n'ont jamais officiellement divorcé. David a dit qu'il était resté à cause de l'assurance et de la garde des enfants. La dernière arrestation d'Amanda a eu lieu en mai 2012. Elle concernait la maltraitance d'enfants, bien que les accusations aient été abandonnées par la suite. Même avec tout ce à quoi elle était confrontée, Amanda est restée proche de ses enfants. Entre 2005 et 2012, elle n'a manqué aucun des 89 matchs de soccer de Jonathan. Elle a organisé des fêtes d'anniversaire qui ont coûté des milliers de dollars. Une fois, elle a loué une salle de cinéma juste pour projeter Can't Buy Me Love pour les amis de Katie. Elle a aidé à diriger des pièces de théâtre scolaire comme Annie, Le Magicien d'Oz et Grease. Elle a conduit Jonathan au soccer 4 jours par semaine, accumulant plus de 24 000 km chaque année. Elle a enregistré plus de 2200 messages vocaux pour ses enfants remplis de conseils et d'amour. Même en vivant de l'invalidité, elle a versé 500 $ par mois dans leur fonds d'études. Elle a programmé toutes ses tâches et ses thérapies en fonction des sorties d'école et n'a jamais accepté de séjour à l'hôpital du jour au lendemain juste pour pouvoir les border. Son dernier message sur Facebook, le 2 juillet 2015, était une photo de l'art de Katie avec la légende « Ma fille est mon monde ». Mais la douleur d'Amanda n'a cessé de croître et elle a commencé à se manifester en public. En octobre 2000, elle a été arrêtée pour excès de vitesse à Gley, dans le Colorado. La police a trouvé de la marijuana et des accessoires de drogue dans sa voiture. Elle n'avait que 28 ans et c'était sa première arrestation. À l'époque, la presse n'en a pas beaucoup parlé, mais les proches d'Amanda ont dit qu'elle utilisait déjà de l'herbe pour calmer les traumatismes de son adolescence. Puis,
En 2003, elle a percuté une voiture stationnée alors qu'elle était ivre. Son taux d'alcoolémie était le double de la limite légale. Cette nuit a tout changé. En cure de désintoxication, Amanda s'est finalement confiée sur le fait d'avoir été agressée à l'âge de 15 ans par un homme 2 fois plus âgé qu'elle. Elle avait caché ce secret pendant des années. Mais après la cure de désintoxication, elle n'est pas restée propre. Elle a recommencé à boire. Sa douleur était trop profonde. En 2005, elle s'était battue dans un bar. Elle avait bu et quelqu'un a dit quelque chose qu'elle n'a pas aimé. Amanda a frappé la femme et le bar s'est transformé en chaos. La police a dû intervenir. Elle a de nouveau été arrêtée et a passé près de 3 mois en prison. Quand elle est sortie, elle avait perdu 11 kilos et ressemblait à une personne différente. Sa famille a dit qu'elle agissait de façon paranoïaque et colérique. Elle avait peur et la dépendance ne faisait qu'empirer. Puis vint 2010. La police est intervenue dans une dispute entre Amanda et son petit ami. Il était tôt l'après-midi et elle était déjà ivre. Sa fille était avec elle plus tôt dans la journée, ce qui a soulevé de sérieuses inquiétudes. On avait dit à Amanda de ne pas boire pendant qu'elle prenait des médicaments pour la bipolarité et le TDAH. Mais elle l'a fait quand même. Ce mélange l'a transformée en quelqu'un d'autre. Elle a attaqué son petit ami. Elle s'est même battue avec les policiers. Ce moment a montré à quel point ses problèmes étaient profonds. En 2012, tout s'est effondré. Le 3 mai, Amanda a de nouveau été arrêtée et cette fois, sa photo d'identité judiciaire est devenue virale. Elle montrait un visage que le monde pouvait à peine reconnaître. Elle avait un œil au beurre noir, ses joues étaient creuses et son corps avait l'air fragile. Elle pesait moins de 40 kilos. La police a trouvé des outils pour l'héroïne dans sa voiture. Amanda, qui autrefois illuminait l'écran, s'était tournée vers les drogues dures. Les gens se sont moqués d'elle en ligne. Sa photo d'identité judiciaire est devenue un mème. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'était les années de douleur, le traumatisme non traité et le silence qu'elle portait. 3 ans plus tard, en 2015, elle est décédée d'une overdose accidentelle de morphine. Elle n'avait que 43 ans. Cette image virale est devenue un cruel rappel de la distance à laquelle quelqu'un peut tomber lorsque la douleur passe inaperçue. Amanda Peterson avait l'air d'avoir tout pour elle. En 1986, elle n'avait que 15 ans lorsqu'elle a joué Cindy Mancini dans le film à succès Can't Buy Me Love. Le monde a vu une étoile montante avec un sourire éclatant et un charme naturel. Mais alors qu'Amanda gagnait les cœurs à l'écran, quelque chose de déchirant s'est produit en coulisses. La même année, elle a été agressée sexuellement par un homme de 27 ans. Il avait presque le double de son âge. Amanda n'en a parlé à personne à l'époque. Elle l'a gardé pour elle, enfoui dans le silence, parce qu'elle avait honte. Sa mère, Sylvia, a dit plus tard qu'Amanda avait peur que les gens la jugent et qu'elle ne voulait que personne ne le sache. Pendant 2 années complètes, Amanda a gardé cette douleur secrète. Après l'agression, la personnalité d'Amanda a commencé à changer. Son père, le Dr. James Peterson, a dit que quelque chose en elle s'était estompé. Elle est devenue sur la défensive et repliée sur elle-même. Cette étincelle brillante que tout le monde voyait dans ses yeux n'était plus là. Sur les plateaux de tournage, elle semblait tendue et moins confiante. Les gens ont remarqué le changement, mais ils ne savaient pas quoi. Elle n'a pas parlé de ce qui s'était passé. Elle n'était qu'une adolescente qui essayait de continuer à vivre tout en cachant quelque chose qui l'avait brisée de l'intérieur. Ce n'est qu'en 1988 qu'Amanda a finalement dit la vérité à sa famille. C'est arrivé lors d'une crise émotionnelle. Ils vivaient ensemble à Los Angeles quand elle s'est confiée à sa mère. Mais même alors, elle ne voulait pas le signaler. Elle avait peur que si l'histoire sortait, sa carrière serait finie. À la fin des années 1980, l'industrie cinématographique n'était pas un endroit où les jeunes filles se sentaient en sécurité pour dire la vérité sur une chose pareille. Amanda pensait qu'elle serait blâmée ou mise sur liste noire. Sa sœur a dit plus tard, « Amanda a porté ce secret comme un poids lourd et ça a dû être insupportable. »
En 1949, à peine 3 ans après l'agression, Amanda a été diagnostiquée avec un trouble bipolaire. Sa famille pensait que le traumatisme en était la cause. Les sautes d'humeur l'empêchaient de travailler et de communiquer avec les gens. Les auditions sont devenues plus difficiles. Les relations étaient saines plus difficiles à maintenir. Ses émotions fluctuaient si fortement que même les choses simples devenaient accablantes. Mais malgré tout, elle ne s'est jamais complètement confiée sur ce qui lui était arrivé. Elle a essayé de continuer, mais à l'intérieur, elle souffrait énormément. Dans les années 1990, Amanda a commencé à consommer de l'héroïne. Plus tard, elle a aussi consommé de la méthamphétamine. Sa mère a confirmé que la consommation de drogue avait commencé parce qu'elle essayait de bloquer la douleur. Amanda ne voulait rien ressentir. Les drogues étaient sa façon de faire face, mais elles lui ont aussi enlevé ses chances de guérison. Elle est allée et venue en traitement, essayant d'arrêter. Mais la dépendance avait ses griffes profondément ancrées en elle. Pendant ces dernières années, Amanda voulait raconter son histoire. Il y a eu des discussions discrètes sur l'écriture d'un livre. Il n'a jamais été terminé. Mais 2 mois après sa mort, en 2015, sa famille a révélé au monde la vérité qu'elle avait gardée pendant des décennies. Elle avait été violée à 15 ans, et cela avait façonné le reste de sa vie. Même sa sœur ne l'a su qu'après son décès. Cette vérité expliquait tellement de choses, pourquoi elle se débattait, pourquoi elle tombait et pourquoi elle ne se sentait plus jamais en sécurité. Amanda est décédée le 5 juillet 2015. Elle avait 43 ans et vivait seule dans un appartement à Gley, dans le Colorado. Au début, les gens ont pensé que c'était peut-être encore de la drogue, mais la vérité était plus compliquée. Amanda s'était fait prescrire des médicaments pour des problèmes cardiaques et pulmonaires après une hystérectomie récente. L'un de ces médicaments, la gabapentine, a été retrouvé dans son système à un niveau 6 fois supérieur au niveau sûr. Mais ce n'est pas ce qui l'a tué. Le véritable danger venait de la morphine, un médicament qui ne lui avait même pas été prescrit. Elle l'avait obtenu d'un ami qui essayait de soulager une douleur, mais cela s'est avéré trop fort pour son corps. Amanda souffrait également d'apnée du sommeil, une condition où l'on cesse de respirer pendant son sommeil. Cela rendait la prise de morphine encore plus dangereuse. La morphine a ralenti sa respiration et son corps n'a tout simplement pas pu se rétablir. Lorsque le rapport toxicologique est sorti, il a montré qu'Amanda avait également consommé de la marijuana et d'autres médicaments sur ordonnance, mais tous étaient à des niveaux sûrs. L'overdose n'était pas planifiée. C'était une erreur. Amanda n'essayait pas de mourir. Elle essayait juste d'arrêter de souffrir. Mais elle ne savait pas à quel point ce mélange de médicaments était dangereux pour une personne ayant ces problèmes de santé. Le coroner a dit qu'elle essayait de s'automédicamenter, et cette seule décision lui a coûté la vie. Amanda Peterson avait autrefois illuminé l'écran de sa présence. Elle avait des fans dans le monde entier. Mais derrière ce sourire se cachait une fille qui avait souffert en silence, qui avait essayé de survivre dans un monde qui n'avait jamais fait de place pour sa douleur. Sa mort n'était pas seulement une tragédie. C'était le chapitre final d'une histoire qui avait commencé par un traumatisme et qui n'avait jamais trouvé la paix. Elle n'avait que 43 ans et elle n'a jamais eu la chance d'être pleinement entendue. Mais maintenant, la vérité est enfin connue. Et peut-être que d'une certaine manière, cette vérité peut aider les autres à s'exprimer, à guérir et à ne pas se sentir seuls.